général. Et du coup, je vais inviter les personnes qui sont encore au stand, parce que oui, il y en a encore quand même qui discutent là-bas, de venir vous approcher. Et on va commencer donc la diffusion sur Internet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à messieurs les élus qui nous accueillent. Bien, alors, je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais intervenir ce soir. Dans les usages républicains, Mohand Amoumou, qui est donc le vice-président en charge de l'urbanisme sur Rion-les-Magnier-Volcans, a demandé au maire de Mozac, que je suis, de bien vouloir vous accueillir, ce que je fais volontiers dans cette belle salle de l'Arlequin, dont je n'arrête pas de dire que l'usage communautaire illustre parfaitement le fait qu'on puisse débattre de tout ce qui est urbanisme, développement urbanistique de notre territoire. Voilà, j'en dirai pas plus et je vous souhaite surtout une très bonne discussion. Moi, je serai obligé de vous quitter tout à l'heure vers 20h, mais en tout cas, je sais que le débat s'annonce fort, je n'ai pas dit houleux, hein, intéressant, parce que les sujets, rien qu'à échanger comme ça, on a eu, je disais, c'est pas un forum qu'on a fait un 19h, c'est un agora. Tout le monde se promenait comme on le faisait dans les temps anciens et on échangeait et c'était finalement intéressant des fois de refaire même un peu le monde à l'échelle de son territoire. En tout cas, bonne discussion. Je te repasse tout de suite la parole, Mohand, pour lancer ce qui va être le débat de tout à l'heure. Merci à tous. Merci Marc. Bon. Merci Marc de nous accueillir dans cette salle où on est très bien. On y vient souvent. On avait fait d'ailleurs le premier forum ici même. Mais de toute façon, je pense que Marc aime bien qu'on vienne dans cette salle parce qu'il compte. Et je pense qu'à la 10e fois, il va dire « elle est intercommunale ». Bon, j'attends. Mais on n'en est pas loin, Marc. On n'en est pas loin de la 10e. Bien, mais c'est vrai que pourquoi pas. C'est un autre débat. Mais effectivement, c'est quand même en lien avec le PLUI, puisque c'est au fond où est-ce qu'on positionne des équipements de taille intercommunale pour ne pas effectivement dupliquer des fois inutilement des petites salles. Il faut aussi des petites salles, mais voilà, c'est notre débat. Voilà, moi je voudrais simplement donc, en guise d'introduction, commencer d'abord par excuser le président Frédéric Bonichon, qui m'a appelé à l'instant, qui est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là, mais il se trouve qu'il y a le conseil municipal à Châtel qui démarre à 20h aussi, donc il ne pouvait pas être à la fois au conseil municipal et ici. Mais voilà, c'est un dossier qu'il suit de près, qui l'intéresse, parce que l'urbanisme ne peut pas ne pas intéresser le président et tous les élus, parce que c'est d'une certaine façon notre projet de territoire. Donc voilà, il m'a demandé de l'excuser, ce que je fais très naturellement, et je sais qu'il suit ce dossier de près. Voilà, donc on va faire un rapide peut-être tour de table pour savoir un peu qui... Pardon ? Oui, ça va bien. Mais en fait, il y a deux introductions. C'est pour ça. Là, c'est l'introduction, là, c'est le tour de chauffe. Mais on refera une introduction formelle tout à l'heure à 20h, puisque... Le direct est parti. Ah, le direct est parti ? On ne me l'avait pas dit. Ah, d'accord. Bon, ah ben c'est pour ça. Alors, si le direct est parti, alors effectivement, j'en profite pour saluer en direct mes collègues maires qui sont là. Un certain nombre n'ont pas pu être là parce que soit il y avait des conseils municipaux, soit il y avait aussi la cérémonie de l'appel du 18 juin. Mais voilà, en tout cas, je remercie ceux qui sont là. Notamment, je vois des collègues de Limagne avec qui j'ai eu plaisir à travailler pour le premier plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, donc puisque c'est parti, je vais simplement effectivement faire en sorte que chacun se présente pour qu'on puisse savoir, notamment ceux qui nous regardent. Ils sont combien ? 10 millions, non, à peu près. C'est l'estimation Sofres. Alors, du coup, on dit aussi bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et ensuite, on prendra vos questions. Ce que je voudrais dire simplement en introduction, c'est que ce genre de réunion, ce n'est pas une réunion où on a la prétention d'apporter des réponses à toutes vos questions. Je vous le dis tout de suite, c'est plus un moment où on va recueillir des questions, puisque le PLUI est en construction.
Donc on n'a pas de réponse toute faite à toutes les questions. Ce qui est intéressant, c'est bien à partir de vos questions, de préciser au fond les enjeux et les contraintes. Sachant que, on l'a déjà dit lors du premier forum, mais plus j'avance dans ce travail d'urbanisme et plus j'en suis convaincu, l'urbanisme, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de concilier énormément de choses qui, en apparence, s'opposent. C'est une sorte de gestion de paradoxe permanente, puisqu'il faudrait à la fois ne pas consommer de terres agricoles, mais en même temps, quand on est dans la plaine de Limagne, tout est terre agricole. Donc si on veut attirer des gens, si on veut construire, il faut bien en consommer un peu. On voudrait avoir plus de gens dans les centres-villes pour qu'il y ait moins de logements vacants, mais en même temps, on a le problème du parking, donc de la mobilité. On veut bien limiter les grandes zones commerciales pour qu'elles ne détruisent pas le petit commerce, mais en même temps, c'est aussi elles qui sont créatrices d'emplois. Donc, on a toujours ces paradoxes à gérer entre l'économie et l'environnement, entre le besoin de faire grandir, de faire vivre nos communes, et puis le besoin d'être raisonnable en termes de consommation de terre. C'est pour ça que ce n'est pas simple, et il n'y a pas de réponse toute faite, je ne crois pas. Enfin, je me tourne vers les cabinets qui ont fait beaucoup de PLUI. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, qu'il y ait de panacée. Un PLUI, ça va se construire en fonction du terrain, en fonction de vos questions et en fonction des contraintes qui sont parfois spécifiques à un territoire, singulières. Tout le monde n'a pas, en plus, en termes de paysage, la chaîne des puits, tout le monde n'a pas la richesse des terres de Limagne. Et en fonction de ces atouts, mais qui peuvent d'une certaine façon être des contraintes, on va essayer de construire le meilleur PLUI possible, c'est-à-dire celui qui va satisfaire un maximum de gens dans une vision long terme, dans une vision d'intérêt général, ce qui veut dire que bien évidemment, il y aura aussi quelques personnes qui peut-être n'y trouveront pas leur compte. On fait un petit tour de table. Bonsoir à tous. Moi, je suis Marie Aigron du bureau d'études Ville Ouverte, donc en charge de la réalisation du PLUI de RLV. Je vous invite à vous connecter sur le site appwithemly.com avec le mot-clé pour ajouter vos commentaires qui apparaîtront sur l'écran. Et ensuite, on pourra y répondre ensemble. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Arthur Remy, je suis consultant en urbanisme et grand paysage, et donc j'interviens aux côtés du cabinet Ville Ouverte sur tous les aspects paysagers, et nous allons y revenir ce soir. Bonjour, Noémie Vorgefab, je suis responsable du service urbanisme de Rion-Limagne-Volcan. Non, ça ne s'entend pas plus. Là, c'est bon. Donc Noémie Vorgefab, responsable du service urbanisme à Rion-Limagne-Volcan. Toujours pas ? Bon, alors, troisième fois, cette fois c'est bon. Donc Noémie Vorgefab, responsable du service urbanisme à Rion-Limagne-Volcan. Et je ne me suis pas présenté, enfin en tout cas pas en direct devant les millions de téléspectateurs. François Delfaquez du bureau d'études Ville Ouverte, donc directeur d'études et associé dans cette structure. Et je travaille avec mes collègues pour l'élaboration du PLUI. Donc rebonsoir à tous ceux qui sont là, ou bonsoir à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Bonsoir à ceux qui sont en direct sur les internets. Vous pouvez, comme vient de le dire Marie, nous poser des questions. Alors, ceux qui sont présents en chair et en os l'ont déjà fait tout à l'heure, avec des questions parfois très précises sur des sujets, on va dire, un peu durs, de procédure. Donc, on peut continuer ensuite, à la fin de cette présentation, pardon. Vous pouvez aussi le faire via l'application Wissembly. Donc, si on commence, on va dire un peu la présentation de cette soirée, on a eu un temps. Donc pour les personnes qui sont derrière leur écran, un temps d'atelier assez riche, derrière vos écrans, juste là, derrière, où on a parlé de différents enjeux, différentes thématiques qui guident l'élaboration du PLUI. Ces éléments-là, pour l'instant, ce sont des premiers éléments de diagnostic. Effectivement, ça ne répond pas à toutes les questions, ça soulève plutôt des enjeux, et j'ai l'impression que ça a soulevé encore
de nouveaux enjeux. En tout cas, mes collègues qui étaient présents sur les tables ont rempli un certain nombre de post-it, un certain nombre de documents qui complètent un petit peu les éléments qu'on avait déjà identifiés. Je devais également vous présenter, donc c'est le document que vous avez eu à l'accueil pour ceux qui ont fait le déplacement, que vous pouvez télécharger sur le site pour ceux qui sont sur le site de RLV, pour ceux qui sont chez eux. C'est un petit guide sur la procédure, parce que je sais, c'est le cas ici, mais c'est le cas partout quand on fait des procédures d'élaboration de PLUI, c'est une procédure complexe, longue, parfois fastidieuse, et on s'y perd. Alors nous on s'y perd pas trop, vaut mieux pas, mais parfois vous les habitants, vous, les usagers pétitionnaires, porteurs de projets, vous pouvez vous y perdre et ne pas bien comprendre où est-ce qu'on va et quels sont les objectifs de toutes ces démarches. Le PLUI Rion-Limagne-Volcan, communauté d'agglomération, son élaboration commence, est engagée depuis quelques mois. Cette élaboration, elle se fait alors que des documents à l'échelle des communes ou à l'échelle même de communautés de communes, comme à Enza par exemple, des documents sont déjà en cours, subissent des procédures d'évolution, de modification, de révision. Pour l'instant, tous ces documents qui sont en vigueur dans les communes ou dans la communauté de communes d'Enza, tous ces documents restent en application et continueront à s'appliquer tant que le PLUI, qu'on commence à élaborer seulement, ne sera pas en vigueur. Et si vous prenez les dernières pages de ce document, pas avant 2022-2023. Donc c'est une procédure longue, mais on a besoin de ce temps. On a besoin de ce temps pour se projeter, pour aussi aménager le calendrier d'études. Alors les études, c'est des études techniques, c'est-à-dire que nous, bureau d'études, on a besoin de faire un peu des statistiques, un peu de terrain, d'aller rencontrer différents acteurs, ce qu'on fait depuis plusieurs mois. On a aussi besoin d'accompagner les élus dans des prises de décision. Et c'est parfois complexe pour eux, puisque, comme vient de le rappeler M. Amoumou, c'est un jeu d'équilibre entre des injonctions des lois, les injonctions de l'hiérarchie des normes, des SCOT, etc., de différents documents, certaines contradictions. Et finalement, à travers tout ça, comment maintenir et privilégier l'intérêt général et un bon développement pour le territoire. Alors je ne sais pas si on va pouvoir avancer sur la présentation, qui est juste là derrière, juste pour pouvoir continuer le déroulé. Apparemment on est bloqué. Ah non, c'est bon. Désolé pour ceux qui sont en direct chez eux, on a un petit souci technique ici en direct. Donc je disais, le petit guide, téléchargez-le, consultez-le, il vous permettra de vous repérer dans la démarche. Et l'objectif, c'est bien, lors de ces temps de forum, mais aussi auprès des services de RLV, de ne pas hésiter à poser des questions. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce sujet-là va être traité? Par exemple, tout à l'heure, une personne me demandait quand est-ce qu'il fallait se renseigner sur le classement futur de son terrain. J'ai envie de dire dès maintenant, sur le document d'urbanisme en vigueur sur la commune, ce qui ne concerne pas tout de suite le PLUI de RLV, mais de commencer éventuellement à faire des courriers, à faire des demandes et à préciser les attentes. Donc si on continue sur le déroulé de notre présentation, on va dire la démarche qu'on engage, c'est une démarche, je disais, je ne veux pas vous décourager, mais en tout cas une démarche d'urbanisme réglementaire, parfois complexe, un petit peu obscure et technique. On est là pour l'expliquer, en tout cas vous expliquer et faire de la pédagogie sur ces documents. Je pense qu'il faut retenir, au-delà de tous ces termes, de tous ces acronymes de ces articles de loi qu'on va pouvoir évoquer ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut comme territoire dans 20, dans 30 ans. Quelle est la façon dont on veut vivre dans Rion, Limagne et Volcan? Quels sont les atouts qu'on veut faire ressortir du territoire? Et je pense que les élus ont fait le bon choix en choisissant au début de la démarche, même avant qu'on soit nommé pour l'élaboration du document, en faisant le choix de juger la pertinence de toutes les orientations qui vont être prises dans ce document au regard de la question du paysage. Arthur y reviendra tout à l'heure plus en détail puisque c'est son domaine particulier de compétence, mais le choix du paysage et des enjeux paysagers comme fil conducteur de l'élaboration du PLUI
est une façon aussi de garantir, on va dire, ce bien commun, cet intérêt général de la démarche, en sortant un peu des enjeux particuliers et en ayant cette question-là du paysage dans toute sa complexité. Je ne parle pas simplement de ce qu'on voit, mais aussi du paysage qui se construit, du paysage qui évolue et qui mute. Cette lecture du paysage comme le bien commun fondamental du territoire. Je vais très rapidement vous présenter un peu le déroulé du coup de la soirée. C'est très simple, nous on avait là derrière les personnes présentes dans le fond de la salle 4 thèmes qui étaient présentés, qui sont les 4 thèmes par lesquels on a choisi d'aborder le diagnostic de ce PLUI. Alors, un premier thème qu'on a appelé image, ambiance et singularité. Arthur y reviendra sur les questions de paysage. C'est finalement comment on découvre et on valorise les paysages et surtout leur évolution. C'est-à-dire quels étaient les paysages d'hier, quels sont les paysages d'aujourd'hui. Et maintenant, les questions auxquelles on doit répondre, c'est quels sont les paysages qu'on veut produire demain. Est-ce qu'on veut produire encore, je ne sais pas, par exemple de l'étalement urbain, des friches, etc. Ou est-ce qu'on veut produire des paysages différents, retrouver de l'agriculture, etc. Voilà les questions qu'on peut se poser. Un deuxième thème important également, c'est la question du territoire désirable. Alors pourquoi désirable ? Parce que un désir d'entreprendre, un désir de s'installer ou d'y rester, pour certains, pour certaines, qui m'ont fait part tout à l'heure, un désir aussi de visiter, de découvrir ce territoire à travers le tourisme, mais aussi à travers des loisirs du quotidien. C'est finalement qu'est-ce qu'on valorise à destination des personnes et comment un territoire, il est apprécié, il est vécu, il est découvert par les personnes qui y travaillent, qui y habitent et qui le visitent. Le troisième thème, un urbanisme vertueux, c'est maintenant comment on gère les contradictions, les injonctions parfois de différents documents qui viennent s'appliquer sur le PLUI et comment on préserve ces grands équilibres en matière de développement économique, en matière de développement résidentiel et aussi en matière d'environnement, d'agriculture, etc. On y reviendra dans le détail. Et enfin, un dernier thème qu'on a intitulé « Inverser le regard », qui est une façon, je pense que le paysage nous aide beaucoup pour cela, inverser le regard pour appréhender l'espace, non plus seulement à partir des espaces bâtis, les villes, et comment on va continuer à s'étaler, continuer à construire. Non, plutôt essayer d'appréhender les territoires à partir des espaces non bâtis, à partir des forêts, à partir des vues, depuis les espaces boisés, depuis les espaces agricoles. J'arrête de parler, je laisse mes collègues prendre le relais, et peut-être tout de suite Arthur nous parler de cette question d'image, d'ambiance et de singularité. Merci François. Je veux bien qu'on passe à la suivante. Merci. En fait, on voulait, au travers de cette thématique, un petit peu introduire aussi la démarche et un peu caractériser ce qui faisait le territoire de RLV. Et on s'est tout de suite rendu compte que le territoire de RLV était très divers. On ne pouvait pas lui attribuer une seule image, on ne pouvait pas lui attribuer une seule carte postale. Il fallait au moins 4 cartes postales pour définir RLV. Et c'est les 4 principales images qui constituent ce territoire. Le Val d'Allier, la plaine de la Limagne, la faille et les coteaux de Limagne, et la chaîne des Puys et le plateau des Dômes. Donc ces 4 grandes images qui composent votre territoire et qui en font toute sa force dans sa diversité. La suivante. Et donc du coup, cette analyse des différentes images permet de créer, de constituer ce qu'on appelle une carte des unités paysagères qui permet de localiser ces différents grands ensembles de paysages qu'on retrouve ici. Et on s'est rendu compte aussi qu'au-delà de cette trame un petit peu à l'échelle de la région, parce que c'est des choses qu'on retrouve à l'échelle de l'ex-région Auvergne, on a une échelle un petit peu plus fine de paysage. Par exemple, dans le numéro 2, en plein milieu, on n'est pas que sur la question de la faille, il y a aussi des questions de coteaux qui arrivent, on a aussi la question de l'agglomération de Riom, et toute cette trame est un petit peu plus fine, et donc du coup on a un peu plus la détailler. Ce qui a permis la caractérisation des paysages, ce sont 2 domaines particuliers, l'eau
et le relief qui constituent les éléments structurants des paysages. Et en fonction de leur combinaison les uns aux autres, on a pu définir des structures paysagères. Par exemple, dans les structures du domaine de l'eau, la vallée de la Morge qui traverse la plaine de la Limagne est très caractéristique. Elle est caractérisée aussi parce qu'elle est accompagnée d'une ripisylve, de boisement typique de l'eau, qui fait que c'est un élément de paysage qui est très fort pour l'entité de la Limagne. Et puis dans les domaines du relief, très classiquement, la combinaison entre les puits et les boisements fait que ce sont des éléments très visibles depuis le lointain, très identifiables et très caractéristiques de votre territoire, ou encore le boisement qu'on retrouve au niveau de la faille qui permet d'identifier dans le lointain cet élément géologique. Et finalement, ce diagnostic nous a permis de proposer un certain nombre d'enjeux, avec ce premier enjeu qui est de valoriser les grands paysages comme une ressource majeure du territoire. La force de RLV, c'est cette diversité de paysages, et donc le premier enjeu, c'est de reconnaître finalement cette diversité paysagère, ces 4 unités paysagères. C'est aussi protéger les paysages reconnus. Le classement UNESCO est passé par là, et donc du coup, un certain nombre d'espaces ont été reconnus à l'échelle mondiale pour leur qualité. Mais c'est aussi regagner les paysages du quotidien, c'est-à-dire que voilà, RLV, c'est pas simplement que les puits, c'est pas simplement que le paysage des UNESCO, c'est aussi un certain nombre d'autres sites qu'il faut aller aussi regagner. Et puis on s'est rendu compte que ces 4 grandes unités paysagères, elles travaillaient en nord-sud, qu'elles faisaient des grandes lanières, et qu'il y avait peut-être l'idée de permettre une articulation d'est en ouest, du Val d'Allier jusqu'au Puy, et inversement, en permettant un meilleur maillage de ces paysages au travers de la trame verte et bleue. C'est aussi cette idée que potentiellement la coulée verte de l'Ambène puisse être prolongée jusqu'au Val d'Allier pour avoir cette continuité d'usage sur ça. Alors, François l'indiquait bien, les paysages, en fin de compte, ce n'est pas des éléments qui sont figés. Ils évoluent. Alors, ils évoluent au gré des saisons, en fonction des caractéristiques du temps, mais aussi ils évoluent sur des grandes périodes. Donc, on a fait aussi ce travail-là de caractérisation pour voir un petit peu quels étaient ces enjeux. Donc, à la fois, dans la Limagne, on a une forme d'ouverture paysagère qui a été permise par le drainage des marais, un enfrichement qui est noté à la fois sur les puits et sur la faille de Limagne qui entraîne une fermeture de ces paysages. Et puis, les paysages aussi subissent une forme d'urbanisation. Et donc, quand on prend les différentes cartes du milieu du 19e siècle et qu'on les compare aux photos aériennes actuelles, on voit cette tache urbaine qui a grossi et qui donne un caractère beaucoup plus urbanisé à ces paysages. Et finalement, ça nous invite à formuler cet enjeu, donc accompagner la mutation des paysages, c'est-à-dire pas se dire on est dans un espace figé, c'est-à-dire qu'on tient compte de ces évolutions et on va les accompagner, en garantissant la mise en scène des structures paysagères et du territoire, et en anticipant aussi ce qui va se passer demain, c'est-à-dire les impacts du changement climatique, parce que finalement, les évolutions qu'on a eues pendant les 50 dernières années vont être tout autres dans les 50 années prochaines, avec sûrement quelques degrés supplémentaires. Ah ben voilà. Donc on continue la présentation, on continue aussi le direct. Je vois qu'on utilise peu, notamment les personnes qui sont sur YouTube et qui nous regardent, on utilise peu les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. La dernière fois, ça avait très bien marché. On avait eu pas mal de questions, parfois des questions peut-être que les personnes n'osaient pas poser, soit en direct ici dans la salle, soit même habituellement. Donc pour les personnes qui sont ici, mais aussi les personnes qui sont en direct sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions sur WeSambly et le PLUI RLV Forum. On continue.
on a présenté notre premier thème, en image, ambiance et singularité du territoire. Le deuxième, je vais passer assez vite, sur un territoire désirable. Je le disais tout à l'heure, un des premiers désirs de territoire, on est rentré par cette question-là de l'activité, un désir d'entreprendre, de travailler et de se rendre sur un territoire pour notamment les questions d'emploi. Et finalement, on s'aperçoit que RLV, le nouveau territoire, celui de l'agglomération, est un des principaux, le deuxième territoire économique du Puy-de-Dôme, du département, avec 22 200 emplois, ce qui est très important, concentrés notamment dans les communes du cœur métropolitain. Alors au plus vous voyez des cercles importants, au plus c'est un nombre d'emplois important, donc notamment Riom, qui concentre un nombre d'emplois important, Volvic, mais également toutes les communes autour avec les zones d'activité. Voilà, c'est là que sont concentrés les principaux sièges d'entreprise. Également, et ça c'est aussi important de le noter, de l'activité partout, dans toutes les communes, donc de l'activité diffuse dans chaque commune, de l'activité de proximité. Et au plus le cercle est foncé et orange, au plus on a une concentration importante d'emplois. C'est-à-dire que ce sont des communes où on n'est pas dans des communes dortoirs, des communes où on vient dormir. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le nombre d'actifs et le nombre d'emplois cohérent. Quasiment un emploi pour un actif, ce qui permet d'offrir aussi un travail de proximité. Si on continue cette question-là de l'activité, et notamment l'attractivité, puisqu'il n'y a pas que les emplois qui sont fournis sur le territoire, il y a aussi où est-ce qu'on travaille. Et donc là, on s'est un peu posé la question, où est-ce que vont travailler les actifs qui habitent dans le territoire de RLV ? Eh bien, en fait, 42%, quasiment la moitié, travaillent au sein du territoire de RLV. Donc c'est finalement des emplois qui sont pourvus en proximité. Alors bien sûr, le bassin d'emploi de Clermont joue aussi un rôle, c'est-à-dire qu'il y a une part non négligeable des actifs du territoire de RLV qui vont travailler à Clermont, ou en tout cas dans le cœur métropolitain à proximité de Clermont. Et il y a aussi beaucoup d'actifs qui viennent de Clermont travailler sur RLV. Finalement, on a des chiffres qui sont assez importants. Je disais tout à l'heure, 42% des actifs qui habitent dans la communauté d'agglomération et qui y travaillent, mais on a aussi plus de la moitié des emplois du territoire de RLV, donc les emplois dans le commerce, dans l'entreprise, dans l'artisanat, etc. Plus de la moitié des emplois du territoire qui sont occupés par des personnes qui y habitent. Donc si vous avez un collègue de travail, il y a une chance sur deux, et que vous travaillez sur le territoire, il y a une chance sur deux pour que ça soit un habitant du territoire. Donc on se rend compte là, dans ce désir du territoire, alors un désir d'entreprendre et d'activité, qui a finalement un dynamisme économique très fort sur le territoire. Ce dynamisme économique, il est porté par notamment quelques filières. Je pense que c'est des filières économiques que vous connaissez, alors l'agroalimentaire, les biotechnologies, l'industrie, le tourisme, qui sont des filières importantes pour le territoire. Alors, je ne rentre pas dans les détails des entreprises, je pense que vous les connaissez. Je ne rentre pas non plus trop dans le détail de ces filières, de les présenter. Simplement, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas des filières qui sont situées partout, de façon homogène sur le territoire. Il y a ensuite, au sein du territoire, des secteurs plus tournés vers l'agriculture. Je pense que ça paraît évident, notamment en plaine de Limagne. Des secteurs qui sont plus tournés vers le tourisme. Je pense que vous voyez également, on en parlait tout à l'heure, les secteurs les plus attractifs sur ces thèmes-là. Et on a comme ça des filières qui structurent le territoire, qui structurent l'économie du territoire, mais qui structurent aussi l'emploi dans telle ou telle commune du territoire. Donc des enjeux, nous aussi, à avoir en tête dans les futures orientations économiques qu'on donnera aux zones d'activité, etc. Si on poursuit la réflexion, on partait d'un constat statistique assez général. Comment ensuite ça atterrit au niveau du territoire ? Bon, on a parlé et on reparlera des questions des commerces, de proximité. On parlera également de l'emploi diffus et des entreprises diffuses dans les territoires. Il y a aussi un sujet majeur qui aujourd'hui se pose en matière de développement économique, c'est celui des zones d'activité. Aujourd'hui, le territoire de RLV possède des zones d'activité pour certaines très dynamiques, pour d'autres qui mériteraient peut-être une redynamisation. En tout cas, des zones d'activité qui possèdent ce qu'on appelle des friches,
c'est-à-dire des espaces non exploités. Donc aujourd'hui, des secteurs qui sont potentiellement dynamiques, qui subissent des manques d'attractivité, ou en tout cas un manque d'investissement sur certaines parcelles, certains secteurs. Donc la réflexion, c'est de se dire, avant de développer de nouvelles zones, avant d'étendre de nouveaux secteurs économiques, comment faire pour que ceux qui existent déjà, c'est les zones qui existent déjà, soient des zones qui accueillent encore des entreprises. Vous voyez, 8 hectares de foncier disponibles en 2018, c'est quand même assez important. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'injonction contradictoire. En tout cas, sur la question du foncier, il y a encore des espaces à exploiter et à valoriser, certains même en friche, donc à revaloriser pour le développement économique du territoire. Si on poursuit sur le territoire, ce territoire désirable, et qu'on en arrive finalement à quelques enjeux en matière d'économie pour la suite de la démarche. Là, on a fait quelques constats. Ces constats, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il faut en fait conforter, renforcer la vocation économique du territoire. C'est sa vocation, c'est son positionnement actuel. RLV doit continuer d'offrir des emplois envers sa population. On l'a vu, plus de 50% des actifs qui travaillent au sein du territoire, mais aussi pour les 50% restants. C'est-à-dire comment on offre encore des emplois aux autres actifs des territoires alentours. Confirmer donc le positionnement de RLV au sein de ce dynamisme économique. Valoriser les spécificités des différentes filières économiques locales. Il y a des fleurons économiques sur le territoire. Comment on permet leur développement, comment on accompagne le développement de ces filières. Valoriser les zones d'activité, j'y reviens pas, on vient d'en parler. Et enfin, réinvestir les friches, même si j'en ai parlé, c'est un souci très important, parce que c'est à la fois une manière d'économiser de l'espace, de réinvestir les espaces vacants, c'est aussi un moyen de redonner une image qualitative parfois des espaces un peu délaissés. Et l'image aussi en économie, c'est important. Le territoire désirable, si on poursuit, on était sur là des considérations très économiques, entrepreneuriales. Il y a bien sûr aussi le territoire qui est un désirable pour s'y installer et venir y habiter. RLV bénéficie depuis de nombreuses années d'une dynamique démographique positive, globalement à l'échelle du territoire, avec quelques variations sur certaines communes et en fonction des périodes. Mais on arrive aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, à environ 67 000 habitants, et une croissance qui est portée essentiellement par l'accueil de nouveaux habitants. Alors ça a été très fort en termes de rythme sur les périodes, on va dire, jusque dans les années 90. Ça s'est un peu tassé par la suite. On était sur des dynamiques quasiment de stagnation de l'évolution de la population sur le territoire. Et depuis, finalement, les années 90, le territoire reconnaît une attractivité, bénéficie de l'accueil de nouveaux résidents et de nouvelles installations. Donc, on doit accompagner ce désir de venir s'installer dans votre territoire. Ces installations de nouveaux habitants, elles s'accompagnent aussi d'une évolution, d'un accompagnement des parcours résidentiels, comme on dit dans notre jargon, des habitants qui étaient déjà installés. Et notamment le vieillissement de la population, c'est-à-dire des personnes qui sont peut-être installées dans les années 80-90, qui ont acheté une maison, sont venus s'installer. On voit aujourd'hui que ça entraîne sur le territoire un certain vieillissement de la population. Alors c'est pas grave, puisque vous étiez déjà un territoire plutôt jeune, comparativement au territoire limitrophe. Si on compare Rion-Limagne-Volcan par rapport à Clermont-Auvergne ou Métropole, ou par rapport au Puy-de-Dôme, vous êtes toujours un peu au-dessus en termes d'indice de jeunesse, c'est-à-dire que vous avez toujours plus de 20 ans de personnes qui ont moins de 20 ans que de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc ce rapport-là est positif. Et finalement, ce chiffre, c'est un bon indicateur pour comprendre que, oui, vous êtes un territoire plutôt jeune comparativement aux autres territoires, mais vous connaissez comme eux, comme ces autres territoires, un phénomène qui est un phénomène aujourd'hui de société, c'est simplement le vieillissement des populations. Et même le territoire, je veux dire, n'a pas attendu l'élaboration du PLUI pour se poser ces questions. L'évolution des modes de vie, les besoins en matière de logement, c'est déjà des sujets qui ont été menés et conduits par les élus, par le territoire, avec l'élaboration d'un programme local de l'habitat. C'est-à-dire qu'il y a déjà pour nous, bureau d'études PLUI, des orientations, des indications très concrètes sur qu'est-ce qu'il faut produire comme typologie de logement, pour quel profil de personnes,
pour les jeunes, pour les jeunes ménages, pour les familles, etc. Et finalement, tout ça, ça nous permet d'accompagner, pour les années à venir, l'évolution démographique du territoire. Alors une évolution démographique, je disais, globalement positive et supérieure, notamment assez positive et importante dans les communes-centres, plus importante dans les communes périurbaines. Donc, en plus des types de logements, on a la question de où se situeront ces logements. Est-ce que ces logements doivent se situer toujours dans les communes périurbaines, c'est celles qui sont éclairées en orange sur la carte, ou est-ce que ce sont des productions de logements qu'il faut aussi retrouver dans les centres, dans Riom, dans Châtel-Guyon, dans Volvic. Et là, ce sont des questions qu'on devra se poser, donc répondre à certains enjeux qui sont finalement de mettre en place les conditions d'un territoire accueillant, alors accueillant pour de nouveaux habitants, mais aussi accueillant pour l'évolution de nos parcours résidentiels, pour nos installations, nos évolutions dans de nouveaux logements. Donc favoriser ces parcours résidentiels pour tous, les différents publics que j'évoquais, et en même temps parvenir à ralentir, donc là on est dans les injonctions contradictoires, parvenir à ralentir le phénomène de périurbanisation, d'étalement urbain, d'implantation de logements toujours plus loin des centres et des équipements, qui est aujourd'hui un phénomène contre lequel on essaie de lutter dans nos politiques d'aménagement et d'urbanisme. Dernier point sur cette question-là du territoire désirable, je ne vais pas trop m'attarder. On est sur un territoire où on aime venir se balader, qu'on aime visiter. Je pense que même les habitants aiment s'y promener. On a fait des cartes de recensement, des points forts en matière de paysage, en matière de tourisme, en matière de patrimoine. Bon, on ne va pas peut-être revenir là dans tous ces éléments qu'on a identifiés, puisque vous les connaissez également. Simplement, ne pas oublier leur diversité. Il y a le parc naturel régional, il y a les questions de classement UNESCO, mais on a aussi du patrimoine du quotidien, du petit patrimoine. Et parfois, dans les aménagements, dans les discussions qu'on avait aussi avec les élus quand on les rencontrait, on faisait ressortir tel ou tel aménagement qui avait été réalisé sur un espace public qui finalement comptait tout autant pour le cadre de vie, parfois, qu'un grand espace naturel classé ou remarquable. Si on continue dans ce sujet, je pense qu'on parle de la question du cadre de vie exceptionnel avec un enjeu de maintien du cadre de vie. Et finalement, pour arriver en matière d'enjeux pour notre diagnostic et à quoi on doit répondre demain, c'est finalement favoriser à la fois un développement touristique ambitieux, mais j'ai envie de dire tout en gardant aussi les spécificités du cadre de vie de proximité. Donc on peut à la fois rendre plus visible l'offre touristique, ce qu'on a évoqué, les grands monuments, les grands espaces naturels qu'on évoquait tout à l'heure, renforcer, diversifier l'offre en hébergement, qui est un corollaire à cela, nourrir l'ambition touristique de valoriser les paysages du quotidien, mais je pense aussi comment le mettre en réseau, comment le rendre accessible, donc valoriser les liaisons douces. Je pense que l'actualité du territoire sur ce sujet parle d'elle-même, et également rééquilibrer peut-être l'offre touristique, pas seulement vers les grands éléments touristiques remarquables, mais aussi essayer de flécher un développement touristique de proximité, par exemple à l'est du territoire avec la valorisation du Val d'Allier. J'arrête sur cette thématique-là. Peut-être on va pouvoir continuer à avancer sur l'autre thématique, qui est la question de l'urbanisme vertueux et finalement comment, je disais tout à l'heure, on arrive à développer l'activité économique, développer les logements, tout en gardant nos enjeux environnementaux et en préservant nos enjeux de développement urbain. Et je laisse la parole à Marie pour cela. Merci. Comme l'a dit François, un urbanisme vertueux, c'est vraiment l'idée de tendre vers cet idéal, un urbanisme qui limiterait la consommation foncière et qui structurerait l'armature urbaine, c'est ce qu'on va voir. Donc il y a eu une rupture d'équilibre avec on avait avant des tissus urbains denses et mixtes qu'on retrouve dans les quartiers anciens de Riom Centre ou des bourgs dans les autres communes.
Et on est passé à des tissus plus lâches et monofonctionnels. Donc on le voit sur ces illustrations, le centre-ville de Riom, un lotissement à Saint-Beauzire, ou les zones d'activité aussi qui sont des tissus beaucoup plus lâches, beaucoup moins denses, et qui remplissent une seule fonction, la fonction économique ici. Cette rupture d'équilibre, elle a aussi eu lieu avec une standardisation des types de logements. Ici, sur ce graphique, on voit qu'il y a, à l'échelle de RLV, il y a plus de 75% de maisons individuelles et 64% de propriétaires occupants. Donc il y a une grande majorité des habitants qui ont ce statut de propriétaire occupant dans une maison individuelle. Donc ça laisse, c'est des formes urbaines qui sont très consommatrices de foncier, et ça laisse peu de place également aux habitants qui souhaiteraient être locataires ou habiter dans un appartement parce qu'ils ont des moyens moins importants. Cette extension de l'urbanisation, elle a aussi provoqué une perte d'attractivité des centres anciens. Cette carte, elle illustre les taux de vacances, donc, qui sont relativement faibles sur l'ensemble du territoire, mais qui sont très importants donc dans deux communes, donc la commune de Riom et Châtel-Guyon, où on a des taux de vacances plus importants, puisque les périphéries sont devenues plus attractives et les logements des centres anciens, donc certains logements se sont retrouvés vacants. Donc ça appelle plusieurs enjeux, notamment ici la question de la maîtrise des formes urbaines. Donc favoriser des formes urbaines plus denses et accueillant des fonctions diverses, donc des logements, des commerces, des activités, des petites activités artisanales. Diversifier également les typologies de logements, donc des logements de petite taille pour des personnes seules, pour des jeunes, ou des logements de plus grande taille pour des familles. Également des logements locatifs sociaux, des logements en accession à la propriété. Donc permettre à tout le monde de réaliser son parcours résidentiel à toutes les étapes de la vie. Il y a aussi la question de la vacance, donc résorber la vacance. C'était pas fini. Résorber la vacance, donc notamment dans les deux villes qu'on a déjà citées, Riom et Châtel-Guyon, et adopter une approche transversale pour dynamiser les centres-bourgs. Un centre-bourg, on aime y habiter, il est attractif si on y trouve un logement qui nous convient, s'il y a des commerces, des services, si l'espace public est agréable, si le foncier est abordable aussi, et s'il y a des espaces verts, si le centre-bourg est végétalisé, c'est plus agréable de s'y installer. Donc ici, cette slide, elle présente la consommation foncière qui a eu lieu ces 10 dernières années. Donc là, c'est entre 2007 et 2017. On voit qu'il y a eu 434 hectares qui ont été consommés. Donc c'est très important, ça représente la surface de la commune d'Enval pour se rendre compte à peu près de cette forte consommation d'espace. Donc la consommation d'espace, ça signifie qu'on a construit des bâtiments, soit des logements, soit des activités, soit des commerces, des surfaces commerciales aussi, sur des zones agricoles ou naturelles. Donc ça vient en concurrence avec d'autres activités, les activités agricoles, et également avec la biodiversité qu'il peut y avoir sur les zones naturelles. Donc sur cette carte, on voit plus le cercle est foncé, plus la consommation foncière a connu un rythme important. Donc on voit que les cercles sont foncés notamment dans les communes périurbaines, les communes périphériques. Évidemment, c'est là où le foncier était le moins cher, c'est là où il y avait le plus de disponibilité par rapport aux communes centres où il y a moins de disponibilité foncière, mais ça illustre le phénomène de périurbanisation dont on a déjà parlé. Donc on voit que cette limitation de la consommation foncière, elle devra être importante dans ces communes périphériques qui ont souvent un caractère naturel ou agricole qui est le plus important à préserver. Ici, sur cette slide, voilà, c'est l'illustration de la commune d'Enza, où on voit que la tâche urbaine en 2007, c'est ce que vous voyez en gris, et la tâche urbaine en 2017, elle est en bleu. Et on voit qu'il y a plusieurs destinations qui ont été utilisées pour cette consommation foncière. On voit un lotissement, on voit l'Intermarché et on voit l'extension de l'entreprise Metellec. Donc cette consommation foncière, elle n'est pas seulement le fait d'un habitat qui s'étend, c'est aussi les entreprises, c'est aussi les surfaces commerciales.
Donc ici, les enjeux, comment on fait pour limiter la consommation des espaces agricoles et naturels. Déjà, on peut favoriser le renouvellement urbain. Donc l'idée de faire la ville sur la ville. Donc par exemple, on en a déjà parlé, réutiliser des friches qui sont à l'abandon, réinvestir des logements vacants. On peut aussi prioriser l'urbanisation en dents creuses. Une dent creuse, c'est une parcelle qui est non bâtie à l'intérieur du tissu urbain. On peut prioriser cette urbanisation plutôt que urbaniser un champ qui est cultivé. Et on peut développer l'urbanisation plutôt en continuité des centres-bourgs et non pas le long des routes ou à côté des écarts d'urbanisation. L'autre solution pour limiter la consommation foncière, c'est de structurer l'armature urbaine. L'armature urbaine, c'est l'ensemble des polarités, donc avec des polarités principales. Ici, donc, bien sûr, il y a Riom, le pôle principal. On a les deux pôles de vie, Volvic et Enza. On a aussi Châtel-Guyon, qui a un pôle de vie important. Et en structurant cette armature urbaine, en maintenant cette hiérarchie de polarité, et donc en favorisant le développement des pôles principaux, on peut aussi limiter cette consommation foncière. Donc renforcer l'armature urbaine, c'est vraiment un des enjeux principaux et ce sera vraiment le rôle du PLUI de la renforcer. Donc parvenir à produire autant de logements en consommant moins de foncier. Donc vous avez compris que l'idée c'est de réutiliser les friches, réinvestir les logements vacants. Favoriser le développement des polarités principales dans le cœur métropolitain et dans les pôles de vie. Conforter le rayonnement des équipements structurants, puisque la structuration des équipements, c'est ce qui anime aussi la vie dans les bourgs et qui permet aux gens d'avoir envie de s'installer dans les bourgs. Mettre en œuvre la politique de limitation des grandes surfaces commerciales, en particulier des grandes surfaces alimentaires. Il y a eu beaucoup de grandes surfaces qui ont été construites sur le territoire. Et c'est en limitant la poursuite de ces extensions qu'on parviendra également à préserver les commerces de proximité et à limiter la consommation foncière. Donc la suivante, c'est accompagner le maintien des commerces de proximité qui, encore une fois, animent les centres-bourgs et permettent de limiter cet étalement urbain. Et développer une offre de commerce itinérant pour apporter ces services à tous les habitants. Un élément important aussi pour mettre en place un urbanisme vertueux, c'est limiter les déplacements automobiles qui, vous le savez, sont coûteux pour les habitants et qui également produisent des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Donc sur le territoire, on voit qu'on a une bonne connexion nord-sud au grand territoire qui permet de rejoindre Clermont, Vichy et puis Paris. Par contre, l'offre est-ouest, votre territoire il est assez allongé, et l'offre est-ouest, c'est plus compliqué de se déplacer d'est en ouest sur le territoire. On voit aussi que sur RLV, les mobilités sont très dépendantes de la voiture individuelle et c'est normal, on est dans un territoire qui est quand même majoritairement rural. Donc 74% des déplacements sont réalisés en voiture. C'est aussi le rôle du PLUI d'arriver à structurer une offre alternative à cette voiture individuelle qui pose de nombreux problèmes dans le budget des ménages, mais aussi dans l'aménagement du territoire. Donc en alternative à cette offre, à la voiture individuelle, on a aussi donc l'offre de transport en commun. Donc il y a l'offre de RLV Mobilité qui est récente, mais qui permet de relier Riom à travers 4 lignes de bus et des zones de transport à la demande. Donc ça permet vraiment d'apporter une offre pour les personnes qui n'ont pas de voiture. Je pense notamment aux jeunes qui utilisent beaucoup cette offre de transport en commun. Les enjeux par rapport à la mobilité, donc l'idée c'est d'apporter des alternatives à la voiture individuelle, donc en confortant l'offre de transport en commun. Et les alternatives à la voiture individuelle, ça peut aussi être le covoiturage, ça peut être la voiture en remplissant la voiture. Donc le covoiturage, des systèmes d'organisation de l'autostop qui existent aussi. Renforcer les mobilités douces, notamment en lien avec la thématique du tourisme et des loisirs, et favoriser les mobilités cyclables. On en a beaucoup parlé sur le stand tout à l'heure, la sécurisation des mobilités cyclables avec très peu de pistes cyclables qui existent sur le territoire. Voilà. On va passer à la dernière thématique, inverser le regard.
Et je vais faire très, très court parce que j'ai envie de répondre en fait aux questions qui sont posées, qui sont nombreuses. Inverser le regard, c'est dans un premier temps s'interroger sur qu'est-ce qu'on regarde. Maintenant, si on sort de simplement la considération de la continuité de l'urbanisation. Alors, avant, on se disait, chouette, la campagne, c'est une réserve foncière sur laquelle on va pouvoir s'étendre. Si maintenant on se place du point de vue de ce qu'on considérait avant la réserve foncière, comment on la qualifie? Alors bien sûr à travers l'agriculture et l'agronomie des terres, je pense que c'est vrai notamment dans votre territoire avec une richesse particulière. C'est également vrai au niveau de la biodiversité, l'écologie, la richesse écologique de ces terres. Alors elle n'est pas la même partout, et il y a d'ailleurs des secteurs sur le territoire qui ne sont pas protégés au titre de ces questions-là, de biodiversité, mais vous en avez tout de même beaucoup, et des classements à des échelons européens, nationaux, qui préservent cet environnement. Alors, à la fois les espaces agricoles, comme je le disais, mais également les bois, les forêts, les haies, qui peuvent être des éléments de biodiversité majeurs, les cours d'eau. Je ne vais pas revenir sur le domaine de l'eau que présentait tout à l'heure Arthur, mais ces cours d'eau, pérennes ou non pérennes, font partie des éléments majeurs en matière de biodiversité qu'il va falloir préserver et intégrer à nos réflexions en matière d'aménagement. On a aussi des questions qui se posent en matière de biodiversité lorsqu'on va arriver sur des secteurs qui seront confrontés directement à l'extension urbaine, la lisière, les franges, c'est-à-dire la transition entre le fond de jardin et l'espace naturel ou l'espace agricole. Donc c'est des enjeux qui peuvent paraître anecdotiques si on regarde une parcelle, sa parcelle de jardin ou la parcelle de jardin du voisin, mais mis bout à bout à l'échelle d'un territoire, cette question-là des franges, finalement, alors vous le voyez sur la carte qui est diffusée ici, cette question des franges et des taches urbaines qui sont confrontées à des espaces naturels remarquables, sensibles, en fait, elle est nombreuse, elle est très importante. Et c'est dans le cadre du PLUI qu'on va pouvoir réfléchir à tous ces espaces. J'en dis pas plus pour la question de inverser le regard ou la valorisation des espaces naturels. Je pense qu'on y reviendra parce que quand on va parler urbanisation, etc., cette contrainte-là, ou ce qu'on peut percevoir comme une contrainte, arrive très rapidement. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite passer aux questions. Les questions, soit que vous allez me poser et nous poser tout de suite. Je ferai le passe-plat, le passe-micro. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Sinon, je peux déjà commencer à reprendre les questions qui ont été posées sur le site internet. Alors je pense notamment à la deuxième qui est intéressante. À la campagne, les gens ne comprennent pas la notion de limitation de l'étalement urbain. Ils veulent avoir un grand terrain et ne pas se retrouver les uns sur les autres comme à la ville. Alors, il y a cette question-là on passe d'un extrême à l'autre quand on réagit comme ça. Je pense que la pertinence de l'analyse qu'on montrait tout à l'heure des différents tissus urbains. Alors nous, on parle de tissus urbains, on parle de centres anciens, par exemple à Riom, où effectivement, pour certaines personnes, vous avez l'impression d'être les uns sur les autres à Riom. Mais en même temps, à Riom, ça permet d'avoir un accès direct aux équipements, au commerce, à des espaces publics de qualité, à une certaine dynamique urbaine qui peut attirer et qui attire toujours, puisqu'il y a des gens qui continuent à s'installer à Riom, une population donc qui peut convenir à certaines personnes. Inversement, il y a des secteurs où on privilégie de l'habitat individuel, c'est notamment par exemple, je pense aux lotissements, aux espaces pavillonnaires qui se sont construits ces dernières années. Là, le regard il est un peu différent puisqu'on parle beaucoup de son rapport à soi, à sa parcelle, donc très auto-centré. Et finalement, mis bout à bout, ces lotissements, oui, à un moment, ils posent un enjeu, une problématique de consommation d'espace, même si ça paraît loin pour certaines personnes. Cet enjeu-là de consommation d'espace, à l'échelle nationale, il a conduit à avoir des rythmes de construction supérieurs à un département tous les 10 ans. Vous imaginez la prise de conscience qu'il a fallu faire pour ces sujets-là. Donc, ce qu'on va indiquer, nous, dans le PLUI, ou en tout cas les préconisations qui vont être faites en matière de règlement et de zonage, c'est bien sûr pas de faire des tours de 12 étages partout pour empiler les gens les uns sur les autres, mais c'est un moment comment, en réfléchissant à un meilleur aménagement des parcelles, par exemple, le stationnement qui est souvent très mal pensé sur les parcelles, l'implantation d'un bâti au milieu de la parcelle qui souvent fait perdre
des deux côtés d'un logement, des couloirs de 3 mètres où rien ne se passe, il n'y a aucun intérêt à avoir ces espaces-là, puis ça a un coût en plus. Donc par exemple, ça peut être une orientation pour mieux penser l'organisation des logements individuels, et oui, favoriser à un moment un petit peu moins de consommation d'espace sur ces secteurs-là, sachant qu'on l'a vu aussi, il y a d'autres enjeux, pas seulement des enjeux de limitation de la consommation d'espace. Si vous avez vu, il y a des personnes, notamment des personnes seules, des petits ménages, qui ont besoin d'avoir des plus petits logements. Et parfois, les attentes aussi, même à la campagne, c'est pour des logements accessibles, mais plus petits, et avec des parcelles moins difficiles à entretenir, moins lourdes à entretenir. C'est aussi aujourd'hui, ça fait partie des demandes importantes. Sur cette question-là, peut-être de revenir sur aussi les questions de mobilité. N'hésitez pas à lever la main pour m'interpeller, comme ça je vous vois. Monsieur. Non, alors attendez, il y a une règle, désolé. Je vous donne le micro, vous vous levez et vous parlez dedans pour que YouTube vous entende de l'autre côté de l'écran. Non, à votre présentation, je voulais rajouter quand même quelque chose qui paraît important à la périurbanisation, c'est le coût. Car si on fait de l'étalement urbain, il y a besoin de faire des lignes électriques, d'amener l'eau, de faire de l'assainissement, etc. Donc il y a un coût pour les collectivités locales et éventuellement pour les impôts que nous payons tous dans ces collectivités locales. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je pense qu'il faut prendre aussi ce facteur en compte par rapport à l'étalement urbain. Mais je pense qu'on pourra revenir aussi sur d'autres choses sur l'étalement urbain. D'autres questions ? Une question un petit peu décalée par rapport à tout ce qui a été présenté, mais sur certaines cartes, on voit le réseau hydrographique, ou hydrologique, je ne sais pas comment on dit, ouais, qui est finalement très dense. Est-ce qu'on a une idée de la qualité des eaux de surface sur le territoire ? Je réponds tout de suite, c'est ça. On a une idée de la qualité des eaux, je ne l'ai pas là tout de suite, puisque ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais dans le cadre de l'élaboration du PLUI, on a un bureau d'études avec qui on travaille qui se charge uniquement de cette question-là, d'environnement, de biodiversité et de qualité des ressources naturelles, au sens large, l'air, etc., dont l'eau. Et il y a des documents cadres, c'est-à-dire des documents qu'on doit respecter, qui nous indiquent quel est l'état sanitaire de ces réseaux. Et ce sont des documents qu'on devra analyser et mettre dans le PLUI. Alors après, qu'est-ce qu'on y trouve ? Là, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas l'information. Je vais prendre encore une volée de questions et faire des réponses communes. Je vois beaucoup de doigts qui se lèvent. Pas de ce côté. Et voilà, de ce côté-ci. Bon, moi, j'aurais des quantités de questions à poser, mais je voudrais juste en poser une pour que ça soit bien clair. Le PLUI est censé avoir fonction de loi et passer au-dessus des PLU actuels. Bon. Donc il va falloir modifier un certain nombre de choses qui sont dans les PLU et qui sont des incohérences notoires par rapport à tout ce qui a été dit, de façon à ce que ça puisse rentrer dans le cadre du PLUI. Ma question, elle est sur le millefeuille qui est la spécialité française. C'est-à-dire que le PLUI, il a quand même quelque chose qui sera au-dessus de lui, qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont. Or, tout ce qui nous a été présenté ici, qui a déjà été présenté dans tous les PLU il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, et qui était dans les anciens plans d'occupation des sols, les POS, finalement, ça n'a rien changé. On voit toujours le mitage, on voit toujours l'évolution des choses, on voit toujours l'urbanisation complètement anarchique. Et quand on voit ce que décide le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, qui serait plutôt, dans beaucoup de cas, un schéma d'incohérence territoriale, s'ils ont la main mise sur le PLUI de Rion-Limagné-Volcan quand il sera mis en œuvre, ça sert à quoi de se donner tout ce mal s'il y a une décision qui vient de M. Dominique Adnot ou d'un de ses successeurs pour décider n'importe quoi sur le territoire? C'est ça mon inquiétude et c'est ça la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce thème-là, du SCOT, des documents, etc. Non, c'est bon. Peut-être une réponse par rapport à l'organisation PLUI-SCOT, et je compléterai.
Oui, merci. Oui, alors, par rapport déjà à l'articulation finalement entre les PLU communaux et le PLUI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, jusqu'au 1er janvier 2017, avant que la communauté de communes se crée, c'est les communes qui faisaient leur PLU. À partir du 1er janvier 2017, cette compétence devient intercommunale. Là où c'est un peu plus compliqué, et effectivement vous avez raison, c'est une question difficile, c'est que c'est une compétence qui a été transférée, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, la partie dite stratégique de planification, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, réfléchir sur les grands principes, se projeter sur ce qu'on aimerait faire dans les 10 ans, après élaborer un certain nombre de grandes règles, c'est effectivement du domaine de la communauté de communes. Sauf que le permis de construire, c'est le maire encore qui le délivre. Voilà. Alors évidemment, on peut dire au maire, et ça nous est arrivé, parce qu'on a repris, dans certains cas, on est dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'on a repris des PLU, c'est-à-dire communaux, qui avaient été commencés par les communes, mais pas terminés au 1er janvier 2017. Donc au 1er janvier 2017, on a eu à regarder et à dire notre mot. Sauf que quand un certain nombre de permis, de CU, de division de parcelles ont été faits, ils créent des droits et vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire stop. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle l'historique, qui n'est pas toujours bien joli. Voilà. Alors, ça dépend des communes, il y en a qui ont plus joué le jeu que d'autres. Voilà. Mais c'est vrai, alors à partir de maintenant, c'est nous qui définissons ça. Alors si le maire veut quand même délivrer un permis, alors, bien sûr, on peut lui demander de faire un sursis à statuer. S'il ne veut pas le faire pour X raison, pas grand-chose à faire, si ce n'est un recours au tribunal, quoi. C'est ça la réalité. Ça, c'est le petit côté négatif. Dans la majorité des cas, honnêtement, je vois sur les 31 communes, ça se passe bien dans 90% des communes. Voilà. Donc, ça se passe bien, ça veut dire qu'on a repris, j'ai des collègues d'ENSA qui sont là. Eux, ils étaient même allés plus loin. Ils avaient déjà commencé à faire leur PLUI autour de 14 communes. Et là-dessus, ils l'avaient commencé, et puis c'est RLV qui est venu compléter. Qu'est-ce qu'on a fait? Je parle sous leur contrôle, je serais bien qu'ils réagissent, mais on n'est pas venu imposer des contraintes supplémentaires. On a essayé, ils avaient travaillé, on est élus, on leur fait confiance, ils ont fait au mieux. Je trouve que l'avantage de faire des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, moi j'y vois plutôt un avantage. Je vois un avantage, c'est que d'abord vous raisonnez sur un espace plus grand, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être qu'il faut préserver plus les terres agricoles de Limagne, et il y a des terres un peu moins riches sur d'autres parties du territoire. Donc on peut regarder les choses différemment, ne pas appliquer les mêmes règles partout. Et puis surtout, plus vous raisonnez sur un territoire grand, plus vous pouvez prendre de la hauteur et objectiver. C'est-à-dire que moi, quand je venais en Limagne, je ne connaissais personne. Donc au fond, on traite, et les collègues aussi finalement. Le collègue de telle commune, il va dire ce qu'il pense de ce qui se passe dans telle commune, et réciproquement. Et donc du coup, on est moins pris par la connaissance du terrain et la connaissance des gens, pour le dire simplement. On peut raisonner plus large. Voilà. Si vous voulez compléter, ça. Comment? Attendez. Je vous remercie. Pour rejoindre la personne qui a posé la question, c'est quand même le SCOT, le PLH, qui nous oblige quand même, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Après, voilà. On essaye quand même de faire pour le bien de tout le monde, mais on a quand même des garde-fous, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Le SCOT, parce qu'on parle beaucoup du SCOT. Le SCOT, d'abord, il faut rappeler que les élus l'ont tous voté, à l'unanimité. Donc après, on peut bien dire il est contraignant, enfin on l'a voté quand même. Hein. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un rapport de compatibilité et pas de conformité. La nuance est importante en code de l'urbanisme, c'est-à-dire que votre PLU
doit être conforme, c'est-à-dire au fond être dans les grandes orientations du SCOT. Mais ce n'est pas un rapport vraiment à l'unité près, quoi. C'est-à-dire quand on dit voilà, il faut limiter la consommation d'espace, on ne va pas regarder à 500 mètres carrés près, quoi. Et je trouve que finalement ce SCOT, tout le monde le critique. C'est vrai qu'il met des contraintes, mais elles ne sont pas si grandes que ça, on y arrive. Ce qui est plus compliqué, je veux dire, il y a toutes les lois qui s'empilent, c'est vrai, mais c'est le PLH au bout d'un moment. C'est de se mettre d'accord sur le PLH, c'est le plan local d'habitat, où là on va déterminer combien de logements il faudrait dans chacune des communes. C'est là finalement où ça coince, parce que chaque commune a envie de se développer. Et à un moment donné, il faut arriver à raisonner plus global en disant, bah oui, peut-être qu'il vaut mieux développer ici, un peu moins ici, parce qu'il y a les équipements, parce qu'il y a les infrastructures, parce que c'est moins cher, parce que ça répond mieux à la demande. Ma question, s'il vous plaît. Juste pour qu'on entende. Je ne veux pas monopoliser la discussion, mais ma question, elle est sur l'avenir, parce que ces PLUI, comme le SCOT d'ailleurs, c'est fait pour préparer l'avenir. Et pour une fois, ne pas voir à échéance de 3 ans, et quand les machins sont au point, on a déjà dépassé les 3 ans, et c'est déjà inopérant. Or, moi, je suis plutôt jeune, ça fait 50 ans que j'entends qu'il faut arrêter de bétonner la Limagne, les meilleures terres du monde, etc. Le SCOT du Grand Clermont vient de décider à l'automne dernier de bétonner 150 hectares entre la Grande Halle, Pérignal et Sarlève et le Zénith, des meilleures terres du monde. Ça veut dire qu'ils en ont rien à faire. Ils n'en ont pas conscience. Alors aujourd'hui, l'environnement, la protection de l'environnement a, au vu des dernières élections, réussi un certain nombre de percées. Il y a une volonté gouvernementale aussi, mais j'ai l'impression que, pour le moment, ce n'est pas passé dans les actes. Et c'est pour ça que je m'inquiète et que je pose la question, parce que quand on réfléchit à ça, il n'est pas question qu'on ait ensuite le SCOT qui dise « non, votre PLUI, j'en ai rien à faire, moi, j'ai décidé », ou le PLH, qu'importe, j'ai décidé que ça sera comme ça. Et si on vous dit qu'il faut construire à Volvic 500 logements sociaux, vous ne pourrez pas dire non si ça vient d'une instance au-dessus. Donc, quels sont les moyens pour effectivement faire en sorte que ce PLUI devienne opérationnel? Alors franchement, il ne faut pas tout faire porter au SCOT. Je ne suis pas là pour défendre le SCOT, que j'ai voté comme les autres, parce que ce n'est pas le SCOT qui s'est battu pour qu'on fasse la Grande Halle là où elle s'est faite, ou la prison d'Orient là où elle s'est faite. Okay, le SCOT, non, ce n'est pas lui qui a imposé ça. C'est bien les élus à un moment qui veulent avoir des équipements sur leur commune. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. C'est pas la question. C'est pas le SCOT qui vous oblige le SCOT ne vous oblige pas à construire sur des terres agricoles. Au contraire, il aurait plutôt tendance. La question, c'est plutôt pourquoi il n'a pas assez de force pour l'interdire. C'est ça la vraie question. Mais c'est pas le SCOT qui vous oblige à construire là où on a construit. Hein. C'est pas vrai. Oui, effectivement, juste pour appuyer ce sujet-là, dans la hiérarchie des normes, donc le SCOT est effectivement au-dessus. C'est-à-dire que nous, quand on élabore techniquement, je ne parle pas politiquement, je parle techniquement, le PLUI, on doit être compatible avec les orientations du SCOT. Mais rien ne nous empêche d'être plus vertueux que le SCOT. D'ailleurs, dans les échanges qu'on a aujourd'hui en réunion de travail régulière, très régulière avec les services du SCOT, cet échange-là, cette compréhension-là de certains enjeux qui ne sont pas très bien traités dans le SCOT, parce que l'actualité de l'urbanisme et les enjeux environnementaux sont peut-être allés un peu plus vite que l'actualisation du document, ça, ils l'entendent, et dans le cadre de notre PLUI, on pourra être plus vertueux. Le PLH, c'est un PLH de RLV, donc il a été voté par les élus de RLV pour les communes de RLV, et il est compatible avec les orientations du SCOT, en tout cas il pourra s'appliquer, et nous on le déclinera, puisque c'est un document de l'Interco, on le déclinera dans le PLUI en ayant en tête l'enjeu de ce qu'on disait, un urbanisme vertueux, d'éviter d'aller consommer des terres agricoles, etc. Après, c'est comment on le fait, et là rien ne nous empêche d'être le plus vertueux possible dans l'urbanisation. Je passe la parole à monsieur qui avait une question, une remarque. Donc
Donc on va repartir sur le SCOT, pareil. Donc effectivement, là où le SCOT peut être un peu restrictif, c'est justement quand on fait un PLU, quand on dépose un PLU ou quand on fait un permis d'aménager. À ce moment-là, eh bien donc il faut qu'il soit approuvé par le SCOT et c'est à ce moment-là que effectivement notre urbanisme va être contraint un petit peu, puisque si on n'a pas l'approbation de ces gens-là, déjà notre PLU, il faut qu'on recommence. Bon, ça c'est une première chose, mais une fois que c'est fait, eh bien à ce moment-là, bien on peut l'aménager. Et comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, Monsieur Moumou, c'est que au bout du bout, quand on va avoir un permis qui va se déposer, donc vous pouvez, donc l'ADS va vous dire il y a ceci ou cela, mais rien ne vous empêche de déroger parce que c'est la volonté du maire ou parce qu'il estime que dans le cas présent, eh bien ça peut être accepté, etc. Autre chose aussi au niveau du PLH, et c'est peut-être là aussi où il y a de plus de contraintes et le plus, mais ce qui se passe, c'est que vous avez droit à un certain nombre de logements, vous avez droit à une utilisation foncière particulière, par exemple, Marsat c'est 700 mètres carrés, etc. Mais ça, c'est que des vœux pieux, parce que les appliquer, c'est très très compliqué. Si vous avez quelqu'un qui veut acheter 2 terrains de 500 mètres carrés pour en faire 1000, mais vous n'arriverez pas à avoir un terrain de 500 mètres carrés. Si vous voulez que quelqu'un, eh bien, qui est donc, si vous voulez dépasser les 10, 15 ou 20 maisons que vous voulez, alors que les maisons sont en zone UG, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Et vous pourrez avoir 30 maisons, même si vous avez décidé qu'il n'y en aurait que 20, parce que c'est en zone UG et que vous ne pourrez pas l'empêcher. Voilà. Tout ça, ça fait qu'il faut qu'on puisse gérer ce genre de choses. Alors effectivement, il y a des vœux pieux, effectivement, c'est des tendances, effectivement, on essaye d'y aller dans ce sens-là, mais effectivement aussi, on est la population et les gens qui viennent chez vous, les gens qui viennent habiter dans votre commune, eh bien, ils ont des exigences et donc, des fois, c'est difficile d'aller contre. Juste une précision par rapport à l'autorisation de droit des sols, les services de ADS qui autorisent les permis de construire, les permis d'aménager, ils se réfèrent au PLU ou au PLUI demain, c'est-à-dire ils ne vont pas se référer au SCOT. Donc c'est bien pour les communes qui aujourd'hui disposent d'un PLU ou l'ENSA qui va disposer d'un PLUI, qui dispose d'un PLUI, merci. C'est le cadre de référence pour toutes les autorisations d'urbanisme. Et demain, 2022-2023, quand le PLUI de RLV sera en application, c'est le PLUI de RLV et les choix que les élus auront fait dans le cadre de ce PLUI qui s'appliqueront au permis de construire. Et voilà. Mais le PLU doit se conformer, être compatible avec les orientations du SCOT. Mais comme je disais juste avant, il peut être compatible avec les orientations du SCOT tout en étant plus ambitieux. Et rien n'empêche au PLUI de RLV d'être en avance sur son temps par rapport au SCOT de Clermont. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que les services de l'État et même les services du SCOT ne nous empêcheront pas d'être plus vertueux, donc de plus modérer la consommation d'espace, etc. Dans notre PLUI, si par exemple le SCOT nous donnait plus de latitude. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et la deuxième interrogation que vous aviez, c'était sur comment on fait pour le mettre en œuvre. Est-ce que ces vieux vœux pieux peuvent être mis en œuvre ? Là-dessus, vous inquiétez pas. Si vous souhaitez avoir de la densité, si vous souhaitez permettre des opérations plus denses, ou en tout cas plus respectueuses des terres agricoles, etc., vous inquiétez pas, les outils existent. Alors déjà, les outils en matière d'urbanisme, mais après, les outils en termes de fiscalité, les outils opérationnels. Alors là, on sort du PLUI, je vous rassure, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, les moyens, les outils techniques pour mettre en œuvre derrière ces ambitions, ils existent. Donc après, c'est simplement un moment passé à l'acte, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Oui, moi je voudrais quand même compléter. Le maire, quand même, dans une commune, il a quand même un certain pouvoir, parce que quand un lotisseur vient présenter un projet, on peut le corriger. Donc, par exemple, on prend l'exemple ici, il n'était pas prévu de faire des logements sociaux sur 2 lotissements. On a dit c'est 30% ou rien, et ça va se faire comme ça.
Donc il y a aussi une volonté politique. Dire qu'on ne peut pas, si on peut le faire. Tout à fait dans le cadre légal, on peut le faire. Mais aussi, il faut avoir la volonté de le faire. On peut toujours s'appuyer sur le fait que le PLUI n'est pas vraiment contraignant. Un jour, je pense que ça va changer. Mais déjà, je pense qu'on doit pouvoir faire bouger les choses. Voilà. D'autres questions? D'autres remarques? Oui, pardon, excusez-moi. Pour en revenir sur le SCOT, il me semble que le SCOT est sur le point d'être révisé ou en projet de révision. Si d'ici la fin du PLU, il est en révision, il va falloir revoir avec schéma de cohérence territoriale tout le système. Et non, je ne sais pas. J'en avais entendu parler. Hein. Sinon, pour la construction d'un PLUI, nous, qu'on a créé, on y a travaillé pendant 2-3 ans sur l'IMAIN d'ENSA. Effectivement, c'est très complexe. Hein. C'est les lois Grenelle, les lois de l'État, après les lois SRU, les PADD, les plans d'aménagement de développement durable, les PLH, le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, pardon. Donc tout ça, pour y faire la mayonnaise, c'est assez compliqué, oui. Bon courage. Hein. Merci. Une réaction par rapport à l'actualité du SCOT? Je n'ai pas entendu de révision. Non, effectivement, il n'y a pas de révision qui est prévue pour l'instant sur le SCOT du Grand Clermont. Et même s'il y avait des évolutions à court moyen terme, ce qui a priori n'est pas le cas, mais des évolutions, on pourrait déjà nous les intégrer en travaillant avec les services dans le PLUI au cours de l'élaboration du document, et ensuite donc anticiper et éviter d'avoir pris des décisions dans le cadre du PLUI qui ne seraient pas compatibles avec le futur SCOT. Et de toute façon, ce cas de figure, il ne se pose pas, on va dire, à 5-10 ans. Il se posera a posteriori. Je continue ma tournée des questions. Oui. Vous m'aviez dit que vous reviendrez. Oui, nous avez présenté un territoire désirable. Et vous nous avez parlé, ce qui me paraît tout à fait logique, de l'activité économique, de l'emploi, etc. Mais on se trouve aussi sur un territoire, et vous l'avez un peu noté avec les pourcentages de gens qui y travaillent et qui y habitent, des gens qui souhaitent rester sur le territoire. Et ce que je n'ai pas vu actuellement, c'est des évolutions par rapport à ce maintien des personnes sur ce territoire. Et je voulais parler des personnes âgées et même plus des personnes qu'on va appeler du 4e âge. Alors, je ne veux pas parler uniquement du problème des EHPAD, on pourrait y revenir. C'est peut-être dans le cadre, en effet, de choix d'avoir ce type de construction dans des endroits différents de la communauté d'agglomération. Mais je voulais parler de tout ce qui existe au niveau des typologies de logement qui peuvent s'adapter à des personnes qui ont une autonomie, mais qui sont âgées et qui souhaitent rester sur leur commune ou au moins sur leur territoire. Et ça serait quand même intéressant que dans le cadre de ces PLUI, on puisse avoir, j'allais dire, des endroits de création de... Alors, je ne sais pas comment elles s'appellent. Ça peut être des résidences seniors, ça peut être du logement intergénérationnel. Enfin, il y a des tas de définitions. Parce que je crois qu'il y a en effet beaucoup de gens qui, dans ce territoire, travaillent aujourd'hui et demain veulent sans doute y rester. Et pourquoi pas, en fin de compte, y rester jusqu'à la fin de leur vie dans les meilleures conditions. Et peut-être avec, tel que nous le propose aujourd'hui, une certaine autonomie et avec globalement une santé qui leur permet de rester chez eux, mais peut-être pas tout seuls ou avec un environnement qui leur permet de rester là où ils ont habité et là où ils souhaitent rester. Merci. Oui, alors là, ce que vous posez comme question, c'est toute la question des publics spécifiques. Et c'est un des thèmes qui est vraiment traité dans le programme local de l'habitat.
donc le programme local de l'habitat qui vient d'être voté par RLV et qui est en cours de procédure d'approbation. Et dans ce programme local de l'habitat, donc on a tout ce développement et toutes les précisions sur comment justement on peut, quels sont les publics cibles qu'on veut accueillir ou qu'on veut maintenir, et quelles sont après les solutions qu'on peut développer. Et le PLU sera en fait un des outils opérationnels du PLH en disant bon ben voilà, sur ces secteurs-là, on permet telle densité, on permet tel nombre d'étages, telle hauteur, etc. pour pouvoir proposer un produit qui répond à ces orientations. Mais donc il y a bien l'articulation entre les objectifs d'accueil ou de maintien de certains types de populations. Il y a le public personnes âgées, effectivement, mais il y a aussi le public jeune, par exemple, qui a les mêmes problématiques et les mêmes... problématiques. C'est pas forcément les mêmes réponses à apporter, mais il y a quand même un traitement spécifique à apporter sur ces types de publics. Et donc le PLH identifie les grands enjeux, les grands publics à accueillir. Et après, nous, dans le PLU, on a cette opérationnalité à mettre en œuvre. Comment on peut, dans le règlement, dans le zonage, permettre ces opérations de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive. Excusez, je reviens. Je commence, madame, et j'arrive. Alors moi, ça va être plus une réflexion. Il va falloir bien faire attention à préserver les zones agricoles parce que je pense que ces gens, ils vont vouloir manger. Aujourd'hui, on a une énorme tendance où les gens reviennent vers les producteurs. Tant mieux pour nous, pour les producteurs en vente directe, puisque j'en fais partie. Et donc, je viens de m'installer, moi, sur votre territoire. Je viens de reprendre la ferme de Mirabel, en haut de la colline de Mirabel, où je produis donc de l'agneau en vente directe sur le marché d'Orient et le marché à Clermont. Et donc, je pense qu'il va falloir développer cela et préserver ce secteur pour accueillir des nouveaux agriculteurs qui sont dans cette démarche, pouvoir produire sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus acheter des produits qui viennent d'Espagne, du Maroc ou autres. Ils veulent acheter le plus proche d'eux. Et bien, il va falloir y penser parce qu'il va falloir leur amener une offre donc importante et donc bien préserver le milieu agricole qui est autour de nous. Je ferai un petit mot là-dessus. Et juste la deuxième question. Oui, alors ça n'a rien à voir avec votre propos, mais je suis tout à fait d'accord. Non, j'avais une question toute simple. Vous avez mis en place les bus RLV, donc, qui sont vertueux. Et je voulais savoir quelle était leur fréquentation, quelle était leur utilisation. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que quand on voit le nombre de voitures qui circulent au niveau de la communauté d'agglomération, et en particulier entre Riom, Enval, Volvic, on se dit à un moment donné, il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose qui va permettre soit de stabiliser, soit de diminuer ces flux. Donc si vous ne mettez pas des mesures fortement incitatives pour développer, utiliser vos bus RLV, faire du covoiturage, inciter les gens à se développer autrement qu'en voiture, ça ne va pas fonctionner. Alors, vous avez parlé de 2 pôles qui risquaient de se développer, enfin je parle sous contrôle, donc Riom, il va y avoir de la densification, et puis Volvic. C'est pas ce que vous avez dit? Non, je me suis peut-être trompée. Il me semble que j'ai entendu ça dans votre propos. Peut-être, hein. Et donc je me pose la question, parce que Volvic, justement, n'a absolument aucune autonomie en termes de développement, en termes de mobilité douce. Hein. Tous les gens prennent leur voiture, etc. Donc, pourquoi Volvic? Voilà. Est-ce que c'est parce que l'activité économique, pas plus que ça? Donc voilà, moi, voilà, c'est la deuxième question que je posais. Sur Volvic, simplement. Non, je crois que ce qui a été dit, c'est que Volvic est un des pôles de vie du Grand Clermont. C'est-à-dire que le Grand Clermont est organisé avec un pôle métropolitain qui comprend Clermont, mais qui va chercher aussi Riom et Ménétrol. Et c'est vrai qu'on pourrait presque y mettre Châtel aussi, parce qu'il passe beaucoup par Riom. Voilà, tout ça, c'est le... Et ensuite, il y a 7 pôles de vie sur le Grand Clermont, dont 2 sont sur notre communauté d'agglomération, Enza et Volvic. Les pôles de vie, c'était au fond, c'est de se dire, il y a une partie très dense, c'est Clermont, Riom, voilà. On pourrait mettre, je vous dis, Ménétrol, Moza, Châtel. Et puis, il y a des pôles qu'il faut développer parce qu'ils vont servir à accueillir des équipements pour les communes alentours. En général, il y a un collège, par exemple. Il y a des médecins. C'est le cas d'Enza. Et d'ailleurs, dans le PLUI d'Enza,
Non, il n'y a pas de collège, mais on espère qu'il y en aura. On a prévu le terrain. Voilà. Mais c'était l'idée, un des axes, c'était de conforter ce rôle de pôle de vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne peut pas non plus avoir un certain nombre d'équipements partout. Donc il faut bien un peu, il y a des grands pôles et des moyens pôles. Après, ça se traduit par contre au niveau du SCOT pour le nombre de logements autorisés, ou plutôt pour la superficie. C'est-à-dire qu'on accorde un certain nombre de logements à construire par anciennement EPCI, et c'est en général 2 fois plus pour les pôles de vie que pour les autres communes. Parce qu'on veut justement dire, c'est là que sont les équipements, donc c'est là qu'il faut qu'il y ait. Voilà. Mais à part ça, non. Les gens se déplacent, ils ne travaillent pas tous à votre vie. Ah ben non, mais on a... Tout le monde prend sa voiture, donc c'est pas cohérent, c'est pas très logique comme choix. Mais si, il y a une logique. La logique, c'est d'équipement. C'est de dire, il y a un certain nombre de grands équipements qui ne peuvent être qu'à Clermont-Rion. Voilà. On ne va pas avoir un opéra partout, on ne va pas avoir une patinoire partout. Et puis, il y a des pôles de vie, donc Volvic, Enza, Billon, voilà, qui sont des pôles un peu moyens où il y a un certain nombre d'équipements intermédiaires, comme, je vous disais, un collège, un pôle santé, des terrains un équipement sportif, ainsi de suite. Donc c'est bien cette logique-là, c'est que la logique, c'est qu'on ne crée pas un certain nombre d'équipements partout dans les petites communes, et qu'à l'inverse, ils n'aillent pas tous à Clermont. Donc si, il y a une certaine logique. Il n'y a pas d'autres collèges qu'à Rion et à... Il y en a à Châtel, mais sur la communauté de communes, je crois que c'est tout. Voilà, c'est pour ça. Donc, il y a quand même une logique. L'importance dans ces démarches, c'est les questions. Je vais vous donner le micro tout de suite, juste je précise, c'est pour conforter la réponse de M. Amoumou, c'est la question du maillage. Et je pense que pour les grands équipements, les choses qu'on ne peut pas retrouver partout, là, c'est des grandes mailles. Et donc oui, sur ces grandes mailles, il faut favoriser les transports en commun. Et je crois que c'est le rôle aujourd'hui des transports en commun sur RLV. Après, il y a les mailles intermédiaires. Ben oui, c'est Volvic, c'est Enza, la maille intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est difficile de créer du transport en commun sur ces mailles intermédiaires. Ça viendra certainement un jour. Mais aujourd'hui, le modèle économique sur ces distances intermédiaires-là est plus difficile. Et éviter d'avoir sur la petite maille, c'est-à-dire à l'échelle communale, sur chaque commune, une logique équipementière qu'il voudrait redévelopper, etc., etc. Et je vous donne la parole pour compléter votre question. Ça n'a pas empêché chaque commune d'avoir sa salle polyvalente, etc., enfin, d'avoir quand même des constructions qui ne sont pas très utilisées. Hein, ça n'a pas empêché ça. Et ensuite, je trouvais que la localisation de Volvic par rapport à Rion, c'était très près par rapport à la grandeur du territoire. Voilà, c'est pas très très bien réparti les implantations de collèges. Voilà, donc c'était le deuxième problème. Mais bon, mais vous après, avez je sais bien que ça doit être historique et ça doit nous dépasser complètement. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez quand même les communes qui sont vers le nord, qui sont. Donc il n'y a pas que Rion. Il y a aussi, il faut regarder la communauté de communes. Elle va aussi vers le nord. Charbonnières, Chanard, parce que la carte a été redessinée d'ailleurs. Une question qui prolonge d'une certaine façon la remarque de Madame. Je m'adresse au cabinet enfin, je ne sais pas comment qualifier votre cabinet, d'accord. Existe-t-il des territoires au plan national qui structurent leur développement sur un objectif de réduction de la consommation énergétique à l'échelle de leur territoire ? Alors aujourd'hui, par exemple la loi Grenelle, je ne sais pas si la loi Grenelle elle a une actualité assez récente. La loi Grenelle, elle a donné des objectifs déjà sur beaucoup de choses qu'on a évoquées, trame verte et bleue, corridor de biodiversité, respecter les espaces naturels protégés. Donc pendant quelques années, on a eu comme actualisation principale des documents d'urbanisme cette question-là des trames vertes et bleues, des espaces naturels qui n'étaient quasiment pas du tout pris en compte dans les anciens documents. Aujourd'hui, on a aussi des enjeux qui sont des enjeux d'adaptation au changement climatique, des enjeux liés aux questions énergétiques,
alors à la fois à la production d'énergie, mais aussi à la consommation, et les déplacements en font partie. C'est pour ça que dans le cadre de toutes les élaborations de documents d'urbanisme, et notamment le PLUI de RLV, il y a un bureau d'études qui est chargé de faire l'évaluation environnementale des choix d'urbanisme qu'on va faire. C'est-à-dire que à nos côtés, on a eu des bureaux d'études spécialisés en environnement qui vont évaluer les incidences, alors à la fois sur les espaces naturels, mais aussi sur ces questions-là d'énergie, de production, de gaz à effet de serre, etc. Tous les choix d'urbanisation qu'on va faire. Ça s'appelle l'évaluation environnementale. Après, aujourd'hui, c'est aussi des sujets, cette question-là de planification de PLU ou PLUI qui ont des objectifs de réduction. Alors, il y a notamment là un programme qui vient de sortir, lancé par l'ADEME, qui lance un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est un peu, on est encore dans des questions un peu innovantes, ou en tout cas de la recherche, mais un appel à manifestation d'intérêt pour lancer des PLUI moins de 2 degrés de développement. C'est-à-dire comment les PLUI, et pour l'instant on est encore dans des phases de test, ou en tout cas de définition des méthodes, et des meilleures méthodes pour retrouver ça, comment on peut planifier des PLUI dont les choix se limitent en dessous des 2 degrés ou 1,5 degré pour les plus ambitieux. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui on est forcément très équipé en matière de méthodologie pour traduire ça dans nos PLU. On a l'évaluation environnementale tout de même qui nous accompagne. Mais je pense qu'à travers des programmes comme ce que lance l'ADEME là actuellement, on va pouvoir avoir peut-être de nouveaux outils ou de nouveaux moyens d'évaluation. En tout cas, ça fait partie des sujets qu'on abordera. RLV s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'évaluation environnementale. Et comme je disais, l'évaluation environnementale, alors je pense que sur la partie espace naturel, c'est bien sûr acquis. Après, sur la partie climat, etc., ça fait partie des enjeux. Et peut-être je laisse M. Amoumou préciser. Il y a une question là-bas. Non, oui, bien sûr, puisqu'il y a un plan climat-énergie qui est en place. Et avant même ce PLU, un certain nombre de communes avaient déjà lancé des actions. Par exemple, dans l'ancienne communauté de communes VSV, je ne sais pas, à Enza, je laisserai mes collègues en parler, mais on avait demandé à l'ADUM de faire des audits de tous nos équipements pour voir quels étaient ceux qui étaient le plus énergivores. Et du coup, on a incité les communes à faire des travaux en suivant les préconisations de cette agence qu'on a financé à 50%. La commune payait 50% et la communauté de communes payait. Et on a fait beaucoup d'économies. Après, il y a des communes, enfin, vous savez bien, on a lancé depuis longtemps un certain nombre d'actions, à la fois pour la protection de l'environnement, que ce soit la réserve. À Volvic, on a eu samedi le grand honneur d'avoir une Marianne d'or du développement durable pour 10 ans d'action de protection de l'environnement. Donc on est bien dans cette logique-là quand même, avec des réserves régionales, des espaces naturels sensibles, l'extinction des feux, police à cheval, enfin, tout ce qu'on a pu faire, on le fait. Et aujourd'hui, c'est au niveau de VSV, on développe ça. Encore hier, en bureau, c'est un scoop, on a voté une aide aux particuliers qui voudraient acheter un vélo à assistance électrique. Voilà. Donc, après, il faut vraiment d'assistance électrique sur Volvic. Hein. Sur Enza, je pense que vous pouvez vous en passer. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour retenir le timing, je vais prendre une série de questions. Et donc, je fais un tour inutile, mais je prends une dernière série de questions et on y répondra en même temps, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Je suis un riverain d'une commune dans laquelle un PLU a été élaboré qui ne prend pas du tout en compte le versant, en tout cas à notre avis, le versant paysage et le versant biodiversité, qui semble être quand même un sujet très intéressant, ou au moins à la mode, en tout cas qui me touche particulièrement. Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est du coup, ce PLU qui est en route jusqu'en 2022-2023, s'il a décidé d'agir sur une zone où la biodiversité nous semble, nous riverains, en danger, ou aussi sur des crêtes qui semblent, d'un point de vue paysager, pas bonnes, comment ça se passe? Quel est le recours qu'il peut y avoir pour les riverains, si recours il y a? Voilà. Merci. D'autres questions?
D'autres questions de conclusion? Oui. Au niveau justement de l'intégration de nouveaux types d'habitats dans le PLU, est-ce qu'il peut y avoir une réflexion autour d'habitats complètement différents, de petite taille, éventuellement mobiles, en dehors de personnes qui sont des gens du voyage et qui vivent en caravane? Je pense... Pardon? Qui eux ne sont plus mobiles, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des réflexions de mener là-dessus sur voilà, des habitats type soit habitat partagé avec des maisons passives, des maisons écologiques en matériaux locaux? Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Parce qu'effectivement, ça fait partie d'un avenir quand même qui se trace clairement, et ça peut être intégré avec ce que disait Madame, avec de l'agriculture urbaine, avec de l'agriculture périurbaine. Et je pense que c'est vraiment une réflexion à mener dans le PLU, notamment dans nos régions qui sont très préservées. Donc est-ce que ça peut être intégré dans les normes ou pas du tout? Vous êtes sur quelle commune? Je suis sur la commune de Châtel-Guyon pour le moment et je souhaite m'installer près de Volvic. Après, on va m'accuser. Non, je dis ça parce qu'il y a un projet qu'on a vu récemment sur Charbonnières, justement, d'habitat collectif, co-construit ensemble, sans aller jusqu'à l'autogestion et aux communautés d'après mai 68, mais il y a quand même cette idée peut-être de vivre un peu autrement. Donc ça commence à venir, et on voit aussi en termes de tourisme émerger finalement une offre beaucoup plus intégrée dans la nature. Les lodges à Volvic, on a ouvert, ce sont des privés qui ont porté le projet, mais que la mairie a beaucoup soutenu, et le groupe Danone aussi les a beaucoup soutenus. Ils ont ouvert 8 lodges qui sont vraiment intégrés comme ça dans la nature. Donc parce qu'il y a des gens qui sont en demande de ça. Ça, après, je crois que c'est des questions de mentalité qui évoluent. Il y a une demande et du coup, nous, on accompagne. On accompagnera évidemment ces projets-là. Par rapport à la question derrière vous, c'est, si je l'ai bien comprise, c'est au fond, est-ce qu'un PLUI qui va se mettre en place aujourd'hui peut réparer des choses qui ont été peut-être pas comme certains auraient souhaité dans un PLU, parce que ce dont vous parlez, c'est un PLU local. C'est un PLU d'une commune qui a été fait et qui, voilà, selon un certain nombre de personnes, peuvent estimer que l'environnement n'a pas été pris en compte. Alors oui, évidemment, le PLUI va rebattre un peu les cartes. Pourquoi je dis un peu? Parce que ça dépendra de ce qui aurait été fait pendant la période PLU. Si c'est pas trop tard, on essaiera de corriger. Si c'est trop tard... Et sur cette période 2019, 2022, 2020... Pardon. Et sur cette période 2019, 2022, 2023, quelle est la marge de manœuvre? Si marge de manœuvre il y a? En fait, on va avoir deux types de procédures. On a la procédure en amont du permis de construire, notamment si on a déjà défini le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable du PLUI, et que le projet en question est vraiment non conforme avec les orientations qu'on a fixées dans ce PADD, là, on peut proposer un sursis à statuer sur le permis. C'est-à-dire qu'on ne répond pas ni oui ni non au permis de construire, on répond « je vous répondrai plus tard ». En général, quand on vous répond « je vous répondrai plus tard », ce n'est pas forcément bon signe pour la suite, mais ça permet de surseoir à statuer, c'est-à-dire que la personne dépose son permis, on lui dit on vous répondra quand le PLUI futur sera opposable. Donc là, il y a ce premier point. Mais c'est bien ce que disait M. Hamou tout à l'heure, c'est qu'on a bien la différence entre la planification et le permis de construire. C'est-à-dire que c'est RLV qui va faire la planification, donc elle peut avoir des objectifs dans le PADD de son PLUI. Je suis désolée, il y a beaucoup de sigles là d'un coin. Mais donc elle peut avoir des objectifs à elle, à l'agglomération. Et en contrepartie, si le maire est en accord avec le permis de construire et qui souhaite vraiment le faire, il n'est pas obligé de mettre le sursis à statuer. Voilà, c'est à lui de le mettre. Après, une fois que le permis est délivré, il y a toutes les procédures juridiques classiques de référé. Après, s'il y a vraiment une urgence, une urgence environnementale, c'est un référé suspension en urgence environnementale. Enfin, il y a des procédures, mais bon, ça c'est encore un autre stade et c'est quand même, on espère ne pas en arriver là. Mais avant, dans le cadre du PLUI, il y a effectivement cette possibilité de surseoir à statuer à partir du moment où le projet d'aménagement et de développement durable est fait. Non, c'est pas pour ici. Hein. C'est pas pour ici, c'est pour là.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont compétentes justement pour dire s'il y a une biodiversité en danger ou pas? Parce que bon, ça c'est... Comment on peut savoir qu'un environnement local est écologiquement en danger ou pas? Parce que ça peut aller... Il y a un vrai panel. Est-ce que c'est le nombre d'espèces? Est-ce que c'est... Enfin... Alors là, c'est pareil. Il va y avoir différents... Bon, déjà, il y a des associations qui peuvent intervenir, etc. On va avoir deux niveaux de dossiers, entre guillemets. Si on part vraiment sur l'administratif pur, hein, je suis désolée, je vous réponds avec des réponses administratives, mais sur des permis de construire d'une maison individuelle, par exemple, là, effectivement, l'atteinte à la biodiversité, on ne va pas demander dans le permis qu'elle soit prouvée ou qu'on ait un dossier qui dise non, je ne porte pas atteinte à la biodiversité. Par contre, sur les opérations de grand ensemble, avec des opérations vraiment conséquentes, on a des études d'impact qui doivent être fournies avec le dossier. C'est-à-dire, on doit avoir une étude d'impact environnemental pour dire sur quoi le projet va avoir un impact, que ce soit la biodiversité, l'eau, l'air, le son, etc. Mais ça, c'est uniquement vraiment sur les dossiers les plus conséquents. C'est vrai que sur des permis de construire une maison ou 3 maisons qui vont se faire en ligne de crête, là, effectivement, il n'y aura pas d'études d'impact qui vont être demandées. On aborde là des questions qui sont de plus en plus techniques. Bon, on va devoir conclure la réunion. Je sais que d'autres personnes sont venues me voir tout à l'heure au moment de l'atelier avec, alors je regarde, des questions très précises sur la constructibilité d'un terrain, quel est le règlement qui s'applique, etc., etc. Si vous avez des questions techniques sur ces sujets-là, ou des questions sur la procédure, sur le calendrier, toute question à laquelle on peut répondre, on peut vous apporter une réponse puisqu'on a déjà les éléments, n'hésitez pas à les poser, donc à les transmettre à l'adresse qui est indiquée sur le site pour le PLUI, qui est indiquée également par mail participation au singulier .plui@rlv.eu, donc qui est au dos du guide dont je parlais au tout début de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Parfois, on pourra y répondre et parfois, on ne pourra pas y répondre. Ça, c'est pour les adeptes d'Internet. Après, il y a les adeptes du papier. Merci. Eux, ils peuvent se déplacer en mairie. Il y a des registres dans chaque mairie, des registres sur lesquels vous pouvez noter vos observations, noter vos remarques. Alors, s'il s'agit d'un terrain à construire, pas à construire, faites attention de le déposer dans le bon registre, parce que le registre du PLUI RLV, la réponse, on l'apportera en 2022. Par contre, si c'est une question d'actualité, posez-la au service actuellement présent sur la commune. Vous trouverez toutes les indications sur ce guide qui est encore, une fois je le dis, téléchargeable sur le site. Pour tout ce qui est calendrier, on parlait tout à l'heure du PADD. Donc peut-être que le projet d'aménagement et de développement durable, pour l'instant, c'est encore très loin. Mais en fait, ça arrive très vite pour nous, c'est-à-dire qu'à la rentrée, on va travailler avec les services, avec les élus, avec les partenaires sur ce document, ce projet politique qu'on souhaite boucler dans ces grandes lignes avant les élections. Donc c'est ce qui nous attend à la fin d'année, début d'année prochaine. Monsieur Mou, je vous laisse un petit mot de conclusion. Alors, j'ai pas répondu à toutes les questions qui étaient comment remettre du désir d'habiter les centres-bourgs. Il y avait des questions sur comment on oblige un propriétaire à urbaniser des dents creuses. Alors, une fois que c'est classé en zone constructible et que le propriétaire ne souhaite pas construire, on passe aux taxes, voilà, mais qui ne sont pas dans le PLUI. Alors ça aussi, on voit que c'est beaucoup plus facile à faire au niveau d'une interco qu'une commune toute seule, quoi. C'est toute l'interco sur les 31 communes. Bon, c'est le côté coercition. Après, les dents creuses, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, parce que, premièrement, parfois, ce qu'on appelle des dents creuses, en fait, ce sont des jardins. Et du coup, c'est intéressant aussi de laisser ces espaces un peu de respiration. On l'a dit la dernière fois. Après, effectivement, on peut aussi se dire que s'il n'y a plus beaucoup de terrain à construire, si on limite l'extension, forcément, ces terrains qui vont rester libres vont prendre de la valeur et un jour ou l'autre, ils se construiront.
Mais il faut bien se demander, est-ce qu'on veut tous les construire? Je ne suis pas sûr. Je vois à Enza, il y a vraiment des dents creuses qu'il faut laisser en tant que telles, parce que ce sont des jardins, ce sont des parcs, ce sont des... Voilà. Donc, ça c'est une question. Après, la question de la vacance, elle est vraiment compliquée. On le voit sur Volvic, parce qu'on a parlé d'Orient et Châtel, mais on a aussi des logements vacants à Volvic. Il y en a aussi, j'imagine, à Moza. Il y en a un peu partout. C'est juste une question de proportion. Elle est difficile parce que je crois que c'est Jacques qui parlait, ou c'est toi qui parlais tout à l'heure de dire aux investisseurs on va vous obliger, mais on va vous obliger. Aujourd'hui, tous les offices publics, ils ne veulent plus venir faire de la réhabilitation en centre-ville. Ça leur coûte trop cher. Ils veulent bien venir faire des lotissements, mais ils ne veulent pas venir. Donc on est obligé de marchander, de dire si vous voulez pouvoir faire un lotissement là, il faudra aussi me réhabiliter 2 maisons en centre-ville. On en est presque là. Donc c'est un peu compliqué. Et la question du parking, honnêtement, je ne veux pas la traiter tout de suite parce que c'est un vrai débat quasiment philosophique. C'est-à-dire quand on vous dit comment faire pour qu'il y ait plus de parking en centre-ville, la vraie question, est-ce qu'on veut plus de voitures en centre-ville? Et là, c'est un choix de vie. Et ça sera le mot de conclusion. D'abord, pour vous dire merci d'être venu. Mais de plus en plus, on se rend compte honnêtement que l'urbanisme, c'est d'abord aussi une réflexion sociologique sur l'évolution des modes de vie. Au fond, comment on veut vivre, comment les mentalités vont échanger, comment on peut inciter très modestement à les faire changer. Mais tous les sociologues savent bien que les mentalités, ça met beaucoup de temps à changer. C'est des paquebots, hein. C'est pas des hors-bords. Donc on commence. Puis petit à petit, effectivement, je pense que peut-être que la voiture prendra moins d'importance dans la vie des gens. Peut-être qu'ils auront besoin de moins de terrain. Peut-être qu'ils auront envie de plus partager des choses avec leurs voisins. Mais c'est des évolutions de mentalité. Et je crois que ce qu'il faut retenir en conclusion, en tout cas, pour moi, c'est d'abord ça, c'est le PLUI, c'est beaucoup plus que est-ce que mon terrain va être constructible ou pas. Le PLUI, c'est comment on veut vivre dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants. Et ça, c'est des questions de fond qui sont beaucoup trop importantes pour les laisser aux seuls élus ou aux seuls experts. Donc il faut vous en emparer. Merci. Oui, juste pour vous prévenir qu'il y a un pot d'accueil, enfin un pot d'accueil, non, un pot de départ qui est servi juste à côté. Et merci aux personnes qui nous ont suivis en direct sur YouTube. On renouvellera l'initiative pour les prochaines sessions. Bonne soirée à tous.